Alors, bonjour, alors nous avons commencé une nouvelle section où on va s'intéresser désormais à tout ce qui est coefficient de réflexion et de transmission. En effet, jusque-là, on s'est surtout intéressé aux directions des rayons réfléchis et transmis, ce qui nous est donné par le discours de la méthode de Descartes, et c'est les lois que vous connaissez depuis le lycée, qu'on a redémontré rigoureusement avec les outils de l'électromagnétisme et avec lesquels on a utilisé différentes constructions géométriques pour mieux comprendre l'origine physique de ces directions. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de prévoir l'amplitude des rayons transmis et réfléchis. Alors pour ça, il va nous falloir définir les coefficients de réflexion et de transmission, tout d'abord en amplitude. C'est ce que j'ai noté ici, petit r et petit t. C'est des quantités dont la valeur absolue est inférieure à 1 et c'est donné par l'amplitude du rayon réfléchi divisé par le rayon incident, ça c'est pour les coefficients de réflexion, et l'amplitude du rayon transmis divisé par le rayon incident, ça c'est pour le coefficient de transmission. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces coefficients vont dépendre de la direction de l'onde incidente et aussi d'un autre paramètre qu'on va introduire ici, qui est la polarisation. Alors peut-être que la formule que vous avez déjà croisée, c'est cette formule-là, qui est l'expression des coefficients en amplitude en incidence normale, c'est-à-dire quand on arrive perpendiculaire à l'interface. Et ce qu'on voit, c'est que le coefficient de réflexion, c'est la différence des deux indices qui interviennent divisé par le somme. Pour le coefficient de transmission, c'est 2 fois l'indice incident divisé par la somme des indices. Donc là, on voit que suivant les indices qui vont être mis en jeu, on va avoir des coefficients de réflexion et de transmission qui vont pouvoir être très différents. Et ce qu'on voit aussi, c'est que si on a le même indice, on trouve que R vaut 0 et T vaut 1, ce qui n'est pas une surprise. Si on a le même indice, on n'a pas le phénomène de réflexion, donc pas de rayon réfléchi et tout est transmis. Alors il y a aussi quelque chose qu'on peut voir sur ces formules dès maintenant, c'est au niveau du coefficient de réflexion. En effet, ce coefficient de réflexion, il est inférieur à 1 en valeur absolue, mais rien ne l'empêche d'être négatif. En effet, on peut avoir un indice de milieu transmis qui est supérieur à l'indice incident. Quand on passe de l'air au vert, le vert indice 1,5, l'air indice 1, R, dans ce cas-là, est négatif. Or, comment on interprète ce côté négatif? C'est on va avoir un déphasage qui va apparaître, un déphasage de pi qui va apparaître, ou une différence de marge supplémentaire de lambda sur 2. Donc ça, ce sera quelque chose à garder en mémoire, surtout au moment où on utilisera tout ce qui est processus d'interférence. Alors maintenant, les coefficients que j'ai donnés précédemment, c'était les coefficients au niveau des amplitudes du champ électrique. Si maintenant on s'intéresse à ce qui est réfléchi et transmis non plus en amplitude mais en termes d'énergie, dans ce cas-là, il va falloir prendre le carré pour le coefficient de réflexion. Donc R en intensité, donc je note ici grand R, c'est le coefficient de réflexion en amplitude pris au carré. Alors on pourrait s'attendre à avoir la même formule pour le coefficient de transmission en intensité, grand T. Eh bien non, dans ce coefficient grand T, si on veut le relier au coefficient de transmission petit t, il faut prendre en compte le rapport des deux indices optiques. Alors, je ne vais pas dans cette vidéo faire le calcul pour expliquer pourquoi, mais on le retrouve assez facilement. Donc là, ce qu'il faut juste se souvenir, c'est que le coefficient de réflexion, c'est en intensité, c'est le coefficient de réflexion en amplitude μ au carré. Par contre, ce n'est pas vrai pour le coefficient de transmission, mais il y a un moyen très simple de trouver le coefficient de transmission en intensité, c'est d'utiliser la conservation de l'énergie qui nous impose que ce qui est réfléchi plus ce qui est transmis, c'est égal
à l'énergie initiale. Donc ici, comme c'est des rapports, c'est égal à 1. Alors quand on écrit cette relation, hein, on suppose qu'il n'y a aucune absorption, ce qui est cohérent avec les hypothèses qu'on a pu faire pour l'optique telle que nous allons la traiter dans le cas de ce cours. Donc vous voyez, à partir de petit r, on déduit grand R, et à partir de grand R, eh bien, il suffit de faire 1 moins grand R, et on a le coefficient de transmission en intensité. Alors, quelques exemples pour ces calculs de coefficient de réflexion, notamment. Si on regarde la carte des verres, le verre le plus commun, c'est ce qu'on appelle le BK7. Donc il a un indice légèrement supérieur à 5. Alors BK7, c'est du borosilicate de Crone. Alors sa composition, là, c'est le détail de sa composition telle qu'on peut la trouver sur Wikipédia. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans la composition d'un verre. C'est pas juste du dioxyde de silicium, même si c'est l'élément majoritaire. Alors, le BK7, tel qu'il est utilisé pour faire des lentilles, pour faire différents éléments d'optique, eh bien, quand on utilise les formules en réflexion normale, ben, ça nous donne une réflexion de 4%. Or, 4%, donc ici, c'est les coefficients en intensité, grand R, hein, ça paraît négligeable, mais pour certaines applications, et notamment quand il va y avoir des processus éventuels d'interférence, ça peut être quand même conséquent. On verra ça dans le chapitre suivant. C'est pas forcément toujours négligeable. Et on voit que plus on va augmenter l'indice, plus on va avoir une différence d'indice importante entre l'air et puis l'élément optique qu'on considère, plus cette réflexion va être prononcée et elle va pouvoir dépasser 10% quand on va être à des indices qui sont supérieurs à 2. Et ça, on en utilise, par exemple, quand on va travailler dans le moyen infrarouge ou dans l'infrarouge proche, on utilise certains verres qui ont des indices très forts, supérieurs à 2. Donc c'est des cas pratiques où il va falloir faire attention à ces réflexions. Et aussi, si on a de la lumière réfléchie, ça veut dire qu'on va avoir moins de lumière transmise. C'est la conséquence directe, donc on va perdre de l'énergie également. Alors le dernier élément que je voulais introduire dans le cadre de cette vidéo, c'est ce qui se passe quand on n'a pas une incidence normale. Dans ce cas-là, on va devoir faire la distinction entre deux configurations qui vont varier suivant l'orientation du champ électrique par rapport au plan d'incidence. La première configuration qu'on va considérer, c'est la configuration ici qui est illustrée par ce schéma. Vous voyez, on a le plan d'incidence qui est formé par la normale et puis le point de contact du rayon. Et on a notre champ électrique qui est perpendiculaire à ce plan d'incidence. Alors, le champ électrique, je vous rappelle, il est toujours transverse par rapport, enfin il est toujours perpendiculaire au vecteur d'onde K qui définit la direction de propagation pour les conditions qu'on considère. Donc ça, c'est notre première configuration avec un vecteur champ électrique qui est perpendiculaire au plan d'incidence. Et dans ce cas-là, eh bien, en raison des relations de constitution de l'onde plane, eh bien, notre champ magnétique, lui, il est contenu dans le plan d'incidence. Alors cette configuration, on l'appelle TE pour transverse électrique. On l'appelle aussi S, onde S. Donc ça va définir une première configuration qu'on va appeler une polarisation TE. La seconde configuration, eh bien, je pense que vous pouvez vous en douter, c'est le cas où ce n'est plus le champ électrique qui est transverse, c'est le champ magnétique, le champ grand H. Et dans ce cas-là, le champ électrique, lui, devient contenu dans le plan d'incidence. Donc ce cas-là, c'est le cas transverse magnétique, et on va dire que c'est une onde P. Or, on pourrait imaginer des cas intermédiaires, mais tous les cas intermédiaires peuvent être en fait ramenés
à une combinaison linéaire du nom TE et du nom TM. Donc il suffit de gérer ces deux cas, et puis en les combinant, on aura tous les cas. Donc là, vous voyez, on a deux configurations différentes, et ça va nous donner, comme on le verra, des coefficients de réflexion et de transmission différents.